Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bienvenue dans le grenier de l'écho pour cette nouvelle édition du vrai, du seul, de l'unique JT, du JT qui a lieu donc dans un superbe studio qui s'appelle un grenier. Nous sommes le dimanche, nous sommes le dimanche 29 mars et je commence l'enregistrement 19h20. Alors, évidemment, il se passe beaucoup de choses qui sont évidemment très troublantes, très inquiétantes pour beaucoup de gens parce que ça remet en cause tout l'équilibre quotidien, toutes les habitudes et puis aussi beaucoup de croyances dans le fait qu'on ne risque rien, que la sécurité est absolue, que la médecine médecinera, que les pompiers pompieront, que les gendarmes gendarmeront, que les supermarchés supermarcheront, etc. etc. Et puis finalement, on rentre dans une période confiné, enfermé, où on se retrouve un peu face à soi-même et c'est pas facile pour beaucoup de gens. On l'avait anticipé, on en avait parlé et on va continuer à avancer, à dérouler, à essayer de garder, de conserver cette petite avance sur les événements qui permet évidemment d'abord de vivre beaucoup mieux les choses, de s'y préparer intérieurement, je dirais presque spirituellement parlant, on peut s'y préparer, donc quand on peut s'y préparer, bien évidemment, un homme averti en vaut deux et un homme préparé en vaut quatre, et ça marche aussi évidemment avec les filles et pour les dames. Alors, cette semaine, il faut se poser maintenant une vraie question, une question de fond, crise ou effondrement ? Et ça, c'est un vrai sujet et il faut qu'on en parle. Alors, il faut qu'on en parle sans dramatisation aucune, mais il faut qu'on en parle parce que, évidemment, vous allez voir que ça va être la préoccupation qui va progressivement émerger et qui va troubler de plus en plus de gens et perturber de plus en plus de gens. Et parce qu'effectivement, il y a une forme de déni. Je ne veux pas que le monde ancien s'arrête. Je veux retrouver ma vie d'avant. Je veux pouvoir aller faire du shopping. Je force le trait, mais vous voyez l'idée. Et puis, évidemment, c'est pas possible. Le confinement a été prolongé de 15 jours. Le Premier ministre a dit hier, pour ceux qui l'ont écouté, que très certainement, la bataille sera très longue et bien longue. Et donc évidemment, tout ça va générer beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes économiques. Et donc c'est ce qu'on va regarder tous ensemble aujourd'hui. Et donc ce dont je voulais vous parler, c'est le GS au carré, GS2, pour un effondrement global ou une crise. On va voir ce que c'est si on est confronté justement à un effondrement ou une crise. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit l'effondrement ou la crise, c'est global, c'est systémique et c'est simultané. Alors je vous ai mis GS2 au carré, pour G pour global, les S au carré pour systémique et simultané. J'aurais pu vous mettre GSS, ou j'aurais pu vous dire les emmerdes, ça vole en escadrille, et comme ça c'était Chirac qui disait ça, les emmerdes volent en escadrille, ou c'est la loi de l'emmerdement maximum, on est un peu là-dedans, c'est global, c'est systémique et c'est simultané. Si je suis trivial et pas très poli, je dirais c'est la grosse merde. Allez, venez les amis, on y va. Toujours ces deux sites à suivre, Santé publique France et le site de l'OMS. Je rappelle les sources officielles à chaque fois, comme ça on ne peut pas me reprocher de ne pas les citer, et donc je les cite. Vous pouvez évidemment aller voir toutes les sources officielles, allez-y, ne vous en privez pas. Ceci étant dit, voilà ce que je vous disais le 26 janvier. Alors au passage, je vais en profiter pour tacler un petit peu nos grands mamamouchi mamamouchants qui nous expliquent doctement qu'évidemment ceux qui leur donnent des leçons de gestion de crise, ils avaient qu'à le dire avant, mais on l'a dit avant, donc on l'a même dit le 26 janvier, et donc c'est fou ce qu'on peut savoir dans un grenier mais qu'on ignore à l'Élysée, donc évidemment, il faudrait qu'ils arrêtent de se payer notre figure, pour rester encore très poli. Donc je parlais, je vous ai remis la diapo que vous pourrez aller revoir dans la vidéo qui date du 26
26 janvier, donc sur cette chaîne YouTube, machin, vous cherchez 26 janvier, et c'est la première vidéo que je fais au sujet de cette crise qui arrive, du coronavirus, et donc j'explique dedans quel va être le scénario du pire. Et le scénario du pire, ça serait quoi? Ça serait une pandémie mondiale, avec un taux de mortalité élevé, nécessitant des mesures extrêmes, comme la mise en quarantaine, alors de Wuhan, plusieurs villes chinoises, machin, mais à l'échelle mondiale, une quarantaine générale, c'est la fin du système économique tel que nous le connaissons. Ça vous rappelle rien 2 mois après? Et je disais, le scénario du pire, ça c'était la deuxième diapo que je passerai, et vous pouvez encore une fois aller le vérifier par vous-même, le scénario du pire, la fin des flux de voyageurs, la fin des flux de marchandises, la fin des flux d'approvisionnement. La peste a été vaincue que parce que les échanges humains ont cessé pendant un certain temps, donc évidemment dès le 26 janvier, la réponse qui allait être apportée par le monde, elle était évidemment déjà prévisible. On pouvait déjà en parler, et quand j'écrivais ça le 26 janvier, vous pourrez aller vous amuser à regarder les commentaires qu'il y a dans cette vidéo. T'es pessimiste, n'importe quoi, et gna gna gna, c'est qu'une grippette, et blablabla, et blablabla. Bon. Le problème, c'est pas que ce soit qu'une grippette ou pas qu'une grippette, qu'on soit manipulé ou pas manipulé, il arrive un moment, c'est juste factuel, le monde est à l'arrêt. Le monde est à l'arrêt, et donc aujourd'hui, nous avons 684 652 cas officiellement répertoriés. Vous remarquerez que le pays le plus touché, ce sont les États-Unis d'Amérique avec 124 000 cas, l'Italie avec 92 000 et la Chine avec 82 000. Donc évidemment, tout est parti de Chine. Bon, je souris, hein, puisque l'Italie, 60 millions d'habitants, 92 000 cas. La Chine, 1,7 milliard d'habitants, 80 000 cas. 3000 morts, donc évidemment ceux qui continuent à comparer les chiffres américains, italiens ou évidemment espagnols, regardez avec 78 000 cas et des milliers de morts chez nos amis espagnols, des milliers de morts chez nos amis iraniens, des milliers de morts chez nos amis italiens. Évidemment, les chiffres chinois sont juste totalement bidons. Il faut savoir que juste avant les vacances du Nouvel An chinois, vous aviez des 5 millions d'habitants de la zone de Wuhan, de la ville de Wuhan et du Hubei qui étaient partis dans le reste de la Chine avant le confinement de Wuhan. Donc évidemment, compte tenu du R0, c'est-à-dire du taux de transmission, machin, etc., les chiffres chinois qui sont avancés sont, à mon avis, complètement faux, mais ça, c'est pas grave. Maintenant, tout le monde peut s'en rendre compte, mais en tout cas, quand vous entendez des gens qui comparent encore, ou des journalistes qui comparent encore les chiffres italiens aux chiffres chinois, vous pouvez vous dire qu'en revanche, ils n'ont pas beaucoup réfléchi et qu'ils sont en train de vous donner une analyse qui n'en est pas une. Alors, aujourd'hui, le monde est confiné. C'est un article des Échos, et cet article des Échos, il vous dit quoi? Il vous dit que 3,26 milliards d'habitants, bon, ils ne les ont pas comptés à l'habitant près évidemment, mais en gros la moitié de l'humanité est désormais confinée. Donc quand vous avez la moitié de l'humanité qui est confinée, la moitié de l'humanité qui n'a plus d'activité économique, vous imaginez, ça va faire un petit trou dans la raquette à la fin de l'année quand on va calculer le PIB par tête d'habitant. Voyez-vous, le nombre de têtes d'habitants va déjà diminuer parce que il y a évidemment un petit problème de pandémie et de maladie. Et puis il y a le PIB, lui, il va beaucoup diminuer. Et donc je peux vous dire que même si on a des têtes de pipe en moins, le PIB par tête de pipe va sacrément chuter d'ici la fin 2020. Donc ça, c'est un article des Échos qui vous disait que donc la moitié de la planète est confinée. C'est pas rien quand même, hein. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Donc on vit quelque chose d'assez extraordinaire, mes amis. Pour le FMI, la récession est déjà là, hein. Donc ça, c'est la patronne du FMI, et elle dit, ah bah là, c'est sûr, le monde, il est déjà rentré en récession, et puis, à mon avis, la récession, elle va être pire que celle de 2009. Alors déjà, 2009, c'était pour la joie, mais alors là, 2020, ça va être le pompon. Alors, c'est assez logique, là, encore une fois, 2009, je vous l'avais dit, on était dans une crise financière, dans une crise de taux d'intérêt. La Réserve fédérale américaine, c'est la Banque centrale américaine, avait augmenté les taux d'intérêt, elle avait voulu exploser la bulle immobilière, la spéculation immobilière. Bon bref, on est dans une crise financière, et une crise financière, même quand elle dégénère en crise économique, en imprimant des billets, comme l'économie réelle, elle fonctionne, on peut alimenter l'économie réelle, même si c'est avec de la monnaie bidon, même si c'est avec, entre guillemets, de la fausse monnaie, mais on peut quand même faire quelque chose avec des stimuli monétaires et quelques politiques de relance budgétaire, on arrive à faire quelque chose. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là, évidemment, hein, puisqu'on est dans l'arrêt
dans l'arrêt cardiaque de l'économie mondiale et des échanges mondiaux. Vous allez sur Flight Radar et vous regardez ne serait-ce que la carte du ciel, c'est impressionnant. Bon, alors le ciel américain, il y a encore des avions, mais enfin le ciel asiatique, c'est pas terrible, et le ciel européen, c'est pas bon non plus. L'effroyable effondrement, donc évidemment, cet effondrement, cet arrêt de l'économie, jamais on a connu ça, même en 2009, pour ceux qui ont connu la crise de 2008, 2009, 2010, donc la fameuse crise des subprimes. 2,2 millions de gens au chômage partiel aujourd'hui, avec 220 000 entreprises. Je vous rappelle, on a 3,5 millions de chômeurs en gros, entre 3 et 4 millions de chômeurs, tout dépend comment on compte. Et puis là, vous venez d'en rajouter 2,2 millions en 15 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On vient quasiment de doubler le taux de chômage. Bon, et ce n'est que le début, c'est que pour les 15 premiers jours de la crise, c'est tout simplement du jamais vu. Vous allez me dire, oui mais Charles, ça c'est en France. Vous avez raison. Alors je vais vous montrer aux États-Unis, les amis, parce que comme ça, on va pouvoir comparer ce qui est comparable. Alors regardez, là, je suis désolé, je pense, à mon avis, vous n'allez pas bien voir, mais c'est pas grave. Je vous commente le tableau. Vous pourrez aller le retrouver sur mon site Insolentiae. J'ai fait un article sur le chômage aux États-Unis. Donc là, on est en 1970. Là, on est en 1975. Il y a une petite hausse ici, c'est les chocs pétroliers. Ça a été une grosse crise dans les années 70-75 quand il y a eu les chocs pétroliers. Puis là, on est dans les années 80. Il y a également une grosse crise dans les années 80, c'était l'hyperinflation, Volcker qui arrive aux États-Unis, qui augmente très fortement les taux d'intérêt, etc., etc. Et puis là, vous avez également une augmentation, on est plutôt vers 85. 90, la guerre du Golfe. Et puis, ici, vous avez 2001, une petite augmentation du chômage, d'être très petite, c'est le 11 septembre, et puis l'explosion de la bulle Internet. Et puis regardez, 2009, 2010, 2011, oh là là, beaucoup augmentation de chômage ici, hein, vous avez vu là, oh là là, grosse augmentation de chômage, pouh, pas bien, pas bien, pas bien. Ça, c'était la crise de 2009, vous s'en souvenez quand même, elle a marqué cette crise, d'abord parce qu'elle est récente, ensuite parce qu'elle a été violente. Récente et violente. Donc elle est encore dans toutes les têtes. Alors vous voyez peut-être ici, là, mais il y a un gros trait là. Vous voyez, il y a un énorme trait. C'est pas la fin du tableau. C'est la hausse du chômage hebdomadaire enregistrée là aux États-Unis. C'est juste du jamais vu puissance 10. Voilà. C'est-à-dire que jamais vous n'avez eu une telle explosion du chômage. Vous avez eu tout simplement en une semaine 3,2 millions de chômeurs supplémentaires aux États-Unis. Et je vous rappelle qu'aux États-Unis, évidemment, vous n'avez pas les amortisseurs sociaux que vous pouvez avoir en Europe en général et dans notre pays, la France en particulier. Amortisseurs sociaux que le gouvernement actuel était en train quand même de s'empresser de détruire un à un, en partant de l'hôpital, des régimes spéciaux, des assurances chômage, hein, parce que les chômeurs, fallait moins les indemniser parce que tout ça, ça coûtait un pognon de dingue. Hein, et bien là, je peux vous dire qu'ils sont en train de découvrir, et ils vont découvrir ce qu'une crise comme celle-là va coûter comme pognon de dingue. Alors là, pognon de dingue, je peux vous dire que ça va prendre toute son ampleur, mais bon, on y reviendra plus tard. Et donc aux États-Unis, donc vous avez vu cette évidemment immense augmentation, je vous la remets, elle est là, cette immense augmentation du chômage, qui est juste totalement délirante quand on la remet en perspective depuis 1970 et sur l'histoire économique récente. Et donc, c'est 2200 milliards de plus que Donald Trump, le Congrès américain, en plus de ce qu'a fait la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine sur le repo, sur le marché monétaire, sur le refinancement, sur les rachats d'actifs. Ils ont ouvert les vannes, même le gouverneur de la Réserve fédérale, de la Banque centrale américaine l'a dit, no limit. Voilà, no limit, je traduis pour ceux qui n'auraient pas compris, no limit égale pas de limite. Oh, tu veux des sous, tiens, j'imprime, oh voilà, prends. Je te donne plein de sous-sous dans les poches. Et donc, coronavirus, c'est un article du Point, c'est très intéressant. Trump promulgue le plan historique de relance de l'économie. On n'est pas du tout
dans une notion de plan de relance. C'est un mot très improprement utilisé. Nous sommes actuellement dans une phase d'urgence. On est dans la phase d'arrêt de l'économie. On ne cherche pas à la relancer. On ne peut pas la relancer puisqu'elle est en train de s'arrêter. Donc on ne peut pas relancer quelque chose qu'on arrête parce qu'on fait un confinement généralisé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il n'y a rien à relancer. On relancera quand? On relancera à la sortie, quand il y aura des confinements et que l'économie pourra commencer à se remettre en route, en marche, en vie, tout simplement parce que les gens vont pouvoir reprendre des échanges. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, votre argent est confiné, mon argent il est à la banque, je peux rien en faire, j'ai jamais mis autant de côté dessous puisque je ne dépense rien, si ce n'est les factures qui sont prélevées, machin, etc. Ok, mais on n'a aucun acte de consommation particulier. Alors effectivement, il y a toujours un qui me dira, vous regardez dans les commentaires, mais c'est pas vrai, moi j'achète par Internet, par Amazon. Ok, super mon coco, achète par Internet, achète par Amazon, c'est très bien, c'est pas le sujet. Globalement, là où je consommais 100 le mois dernier, parce que je pouvais aller dans mes boutiques, acheter mes trucs, faire mon shopping, aller acheter du scotch, des ramettes de papier, bah, je sais pas, moi j'ai 3 enfants à la maison et aujourd'hui j'en suis à compter les feuilles de papier qu'ils utilisent pour faire des dessins, ce qui m'arrange pas franchement, parce que me faire livrer des ramettes de papier là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, bah, c'est compliqué quoi. Or pourtant je me posais pas la question de savoir si j'allais pouvoir leur acheter des feuilles pour qu'ils puissent dessiner il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Voilà, enfin vous voyez, j'avais stocké les boîtes des raviolis, mais pas les feuilles de papier. Donc note pour plus tard, pour la prochaine pandémie et le prochain effondrement mondial, pense à prendre des ramettes de papier. Donc évidemment, tout ça pour vous dire qu'on ne relance pas quand on arrête, on relance à la sortie. En revanche, quand tout s'arrête, on est dans du plan d'urgence, mais c'est très marrant là, cette expression, ça montre quoi? Ça montre que les gens ne comprennent pas la dynamique de la crise, les journalistes ne la comprennent pas, ils n'ont pas compris la dynamique, les différentes étapes et ce qui va se passer. Donc évidemment, d'abord, plan d'urgence et les plans de relance viendront après, puis après il y aura le problème des finances et on en parlera. Le problème c'est qu'on peut imprimer et mettre tous les sous qu'on veut, on va éventuellement sauver les entreprises pour sauver le potentiel de reprise et c'est très important, mais en revanche on ne va pas imprimer ni de matériel médical, ni de médecins, ni des hôpitaux, ni des chauffeurs, ni des routiers, ni tous les gens qui prennent des risques. Voilà, ça s'imprime pas. Et ça, vous pouvez mettre tous les milliards que vous voulez sur la table. Quand il n'y en a pas gel hydroalcoolique, il n'y en a pas gel hydroalcoolique. Et c'est très drôle, aujourd'hui vous avez eu un décret d'encadrement des prix du gel hydroalcoolique, on sait que c'est 3 € le petit bidon, maximum, prix autorisé en vente, sauf qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le prix est encadré, mais personne ne peut acheter de gel hydroalcoolique parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Et ça, vous pouvez dépenser autant que vous voulez, imprimer autant que vous voulez. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et en plus, il n'y a même pas de bidon pour remplir, parce que tous les bidons viennent de Chine, donc il n'y a même pas de bidon pour remplir des petits bidons de gel hydroalcoolique. Donc on est vraiment dans une crise globale, systémique et simultanée. Et se déroule actuellement ce qui était le scénario du pire du 26 janvier, 2 mois. La question maintenant est donc la suivante. Est-ce qu'on est confronté à une crise, certes terrible comme celle de 1929, mais qui n'a été qu'une crise, même si elle a été extrêmement violente et extrêmement profonde et extrêmement durable? Ou est-ce qu'on est confronté à un scénario d'effondrement? Et ça, c'est pas simple de répondre à cette question, mais on va regarder et je vais vous donner quelques éléments de réflexion. Et encore une fois, on reste sur une notion de réflexion. On réfléchit, on analyse, on observe, on regarde, et puis petit à petit on avance. Et encore une fois, pas de vérité absolue, intangible, et de c'est comme ci ou c'est comme ça. Non, c'est pas simple d'essayer de répondre à cette question. C'est pas simple.
Voilà, parce que finalement, on pourrait vous dire aussi, on saura que c'est un effondrement qu'une fois qu'on aura les décombres sur le coin du nez, et donc que ça se sera effondré. Après, on ne sait pas si le tremblement de terre, il va faire effondrer la maison ou pas. Et moi, je vous répondrai, n'attendez pas de sortir, pour sortir de la maison, de savoir si c'est un tremblement de terre qui va entraîner son effondrement, ou si la maison va tenir. Vous voyez, dans le doute, quand il y a un tremblement de terre, on n'attend pas à l'intérieur de la structure qu'elle s'effondre pour savoir si elle va tenir. On sort avant. Donc vous voyez, pas d'idée préconçue, pas de vérité absolue, mais en revanche, une méthode intellectuelle où vous arrivez à la conclusion évidente de bon sens qui consiste à dire « j'attends pas de savoir si la maison va tenir ou pas pour sortir pendant un tremblement de terre si je peux le faire ». Donc les pénuries matérialisent l'effondrement et les pénuries, elles arrivent. Par exemple, ici c'est un article de Bloomberg, les hôpitaux du monde entier vont manquer de gants en caoutchouc. La Malaisie produit plus de 66-67% de la production mondiale de gants. Elle est en train d'arrêter toutes ses usines de fabrication de gants parce qu'il y a tout simplement elle n'a plus les moyens de les fabriquer. L'effondrement, c'est quoi? J'adore cette définition de l'effondrement, c'est la simplification rapide d'une société complexe. L'effondrement, c'est quoi? La simplification ultra rapide, ultra violente d'une société complexe. En 2 semaines, déjà 3 modèles d'attestation pour pouvoir sortir. Donc voilà, l'administration française est toujours fidèle à elle-même, même quand tout va mal. C'est absolument extraordinaire. Nous payons des types pour réfléchir à des modèles d'attestation et on met l'heure et on rajoute l'heure et on rajoute des motifs de sortie et des machins. Alors maintenant, il y a une attestation aussi pour ceux qui vont chercher qui ont besoin d'aller chercher à l'école des gamins une fois par semaine les polycopiés pour les petits loups, enfin bref. Donc, quand on est dans une situation critique, alors que ce soit une crise ou un effondrement, de toute manière, c'est comme on dit au foot et les footeux, ils comprendront, c'est retour aux fondamentaux, les gars. Hein. Donc, on joue collectif, hein, parce que si on ne joue pas collectif, on va prendre une sacrée branlée en deuxième mi-temps. Hein. Bon. Donc, évidemment, retour aux fondamentaux, et les fondamentaux en économie, c'est aussi collectif d'ailleurs, donc il faudra aussi, et il faut aussi évidemment la jouer collectif, mais c'est que on a tout simplement, et ça vous avez ici la pyramide de Maslow, on en revient à des choses qui sont beaucoup plus basiques, et donc les besoins physiologiques, ça commence par se nourrir, et puis après on a évidemment, une fois qu'on a la panse pleine, on a envie de pouvoir digérer de manière tranquille sans se faire attaquer pendant la sieste digestive, donc c'est le besoin de sécurité, et puis après on remonte avec des besoins d'appartenance, d'estime, et les besoins de s'accomplir. Alors dans les crises, le besoin de s'accomplir, il est rarement vécu de la même manière qu'évidemment en temps de paix. Donc on est en train, vous voyez bien, les préoccupations quotidiennes des gens aujourd'hui, ça tourne autour du ravitaillement. Voilà, c'est devenu quelque chose de très simple. Ça tourne autour du ravitaillement et de la sécurité. Et ici, la sécurité, elle ne s'exprime pas en je voudrais digérer tranquillement sans me faire attaquer par un horrible tricéraptor et un dinosaure devant ma caverne. Non, le besoin de sécurité moderne appliqué à la crise actuelle, c'est je voudrais avoir des masques et des gants. Donc je voudrais avoir des équipements de protection individuelle, et donc ces EPI, les équipements de protection individuelle, voilà typiquement le besoin de sécurité qui est exprimé aujourd'hui. Et donc en fait il y a 2 besoins de sécurité très fortement exprimés par l'ensemble de la population française, mais mondiale de manière générale. Je veux répondre à mes besoins physiologiques, je veux pouvoir me nourrir, m'alimenter et évidemment me sentir en sécurité, et face au virus, je veux pouvoir avoir du gel hydroalcoolique, des masques, des gants, et je veux pouvoir évidemment me protéger. Et donc c'est fou comme en 15 jours, voilà, on est descendu de manière extrêmement rapide sur des besoins sur des besoins essentiels, très simples, très basiques, mais qui sont indispensables et que le pouvoir politique doit entendre parce qu'ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Les gens veulent des masques et les gens, ils ont raison. Et le pouvoir politique, il peut dire, carabistouiller, penser ce qu'il veut. Les gens, ils veulent des masques, des gants et du gel hydroalcoolique. Et il faut donner à la population des gants, du gel et des masques hydroalcooliques. Et tout le reste, c'est juste même pas inaudible. Dans le besoin de sécurité, vous pouvez évidemment rajouter les traitements, les médicaments. Et donc, les gens, ils veulent aussi de la chloroquine. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas vraiment? On s'en fiche. Si ça fait pas de mal, on veut notre chloroquine. Et là aussi, c'est ce que réclament les gens. On est vraiment dans du basique, dans du fondamental. Et c'est ça la crise. Et voyez,
c'est fou comme des choses qui étaient vraiment anecdotiques auparavant peuvent devenir complètement prégnantes en un laps de temps extrêmement court. Et donc je voulais vous remettre ça en perspective justement avec cette pyramide de Maslow. La crise va durer, ça veut dire que les effets ne sont pas MTR, maîtrisés, temporaires et réversible. C'était un concept dont je vous avais parlé il y a déjà bien longtemps maintenant. Et donc le Premier ministre Édouard Philippe a dit les 15 premiers jours d'avril seront bien pires que les 15 derniers jours de mars. Et oui, ça va être bien pire. Alors, petite digression que je fais notamment pour l'ensemble de nos amis citadins. Le confinement en Chine, notamment à Wuhan, a été d'une violence extrême pour pouvoir endiguer l'épidémie. Et quand je dis extrême, c'est que les gens n'avaient même pas la possibilité de sortir dans les parties communes de leur immeuble. Donc le ravitaillement leur arrivait soit par des livreurs, soit avec les cordes et ça montait par les fenêtres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nos amis citadins sont confrontés et vont être confrontés, on va avoir énormément, et je peux vous faire la prédiction de manière assez simple, nous allons avoir énormément de mal à endiguer dans les zones urbaines denses, et notamment de grandes copropriétés, et on pointe du doigt actuellement la Seine-Saint-Denis, mais la Seine-Saint-Denis a une très forte densité avec des très grands blocs, et le problème c'est que quand vous avez des parties communes dans une cage d'escalier où vous avez 200 ou 300 logements, et que vous avez 1000 personnes qui habitent là-dedans, et ben quand vous avez un infecté sur une maladie qui est très contagieuse, qui va tousser dans un couloir, qui va contaminer un bouton, etc., d'ascenseur, etc., c'est extrêmement compliqué d'endiguer l'épidémie dans une zone qui est extrêmement dense. Donc vous verrez que ce sera très difficile, on le voit déjà, c'est pas uniquement parce qu'ils ne respecteraient pas le confinement. Le confinement globalement, ben voilà, il est à peu près respecté partout. Simplement, on va avoir des zones de très forte densité dans lesquelles ça va être très compliqué d'organiser justement la sécurité sanitaire des gens, parce que l'habitat en lui-même ne se prête pas à la lutte contre les épidémies, et c'est le cas notamment de nos très grandes barres d'immeubles. Donc là, vous verrez que dans les zones pavillonnaire par exemple, c'est pas parce que ce sera plus riche ou moins riche, plus blanc ou moins blanc, ou plus marron ou plus vert, c'est pas le sujet. Le sujet, ce sera vraiment l'habitat et la promiscuité qui fait que si vous avez beaucoup de trafic humain dans des parties communes, eh ben vous avez des vecteurs là de contamination que vous n'allez pas retrouver dans un habitat qui est plus diffus, comme par exemple une zone pavillonnaire de banlieue ou une zone beaucoup plus rurale où les gens, voilà, ils sont chacun dans leur jardin, la machin, un truc, mais ils ne partagent pas de parties communes, et vous verrez, ça va faire une très grosse différence dans les incidences de contamination, et je pense qu'on n'est pas à l'abri justement de très mauvaises surprises concernant en particulier, parce que c'est la zone la plus dense, l'Île-de-France, mais ce sera le cas dans toutes nos grandes villes et dans toutes nos grandes métropoles. Donc effectivement, les 15 derniers jours, les 15 prochains jours, les 15 premiers jours d'avril seront beaucoup plus compliqués, mais ceux d'après aussi, et je pense qu'on pourrait avoir du mal à réduire justement les contaminations, on verra, mais c'est un sujet qu'il faudra suivre. Qu'est-ce qui fait tenir une société? C'est la fiction imaginaire. C'était une réflexion aussi que je voulais partager avec vous. Alors cette réflexion, elle n'est pas de moi, elle est d'Harari qui a écrit l'ouvrage Sapiens. Et donc, pour lui, sa théorie, et je la partage bien volontiers parce que je pense qu'elle est très juste, ce qui fait tenir un pays, un État, une société, c'est une fiction imaginaire partagée par tous. Finalement, nous, on se raconte tous des histoires. Donc, une société, une entreprise, c'est une personne morale. Mais une personne morale, ça n'existe pas, c'est une invention, c'est une fiction. On dirait que ça existerait et que même on va lui donner une personnalité juridique. Mais c'est une fiction, les amis. C'est juste notre imagination d'être humain qui produit cette réalité qu'une société, c'est une personne morale. Quand on met les choses comme ça en perspective, on se dit oh, ouais, effectivement, on a quand même beaucoup d'imagination, mais comme on y croit tous, eh ben, ça fonctionne parce que nous partageons cette fiction imaginaire. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la société elle tient? C'est pas grâce à nos politiciens, c'est pas grâce à nos sinistres plus ou moins sinistrants, c'est pas parce qu'ils ont pris des décisions extraordinaires pour nous protéger, non, c'est parce qu'il y a des gueux et tous ceux qui ne sont rien, parce que c'était comme ça qu'ils étaient désignés, tous ces gens-là, tous nos concitoyens qui aujourd'hui font tenir
cette société, cette fiction imaginaire qui est la France, l'État français, etc., tous ceux qui font tenir cette fiction imaginaire aujourd'hui, qui fait qu'elle n'est pas encore complètement effondrée, ce sont tout simplement les caissières, les livreurs, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de train qui sont encore là, les infirmières, les aides-soignants, les gens qui font le ménage et le personnel de ménage, ce sont eux qui aujourd'hui, évidemment, font tenir tout ça. Donc voilà, je voulais juste faire une petite digression, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Crise ou effondrement, toujours. Souvenez-vous, ça c'est les cours du pétrole, il s'effondre. Le pétrole c'est une matière première, elle s'effondre. Pourquoi? Parce que plus d'échanges. On comprend bien, plus d'échanges, plus de besoin d'énergie. Ok. Et regardez ça, c'est les cours du blé. Ils sont en grande augmentation. Pourquoi? Parce que tout le monde achète des pâtes et souvenez-vous, la pyramide de Maslow, besoins fondamentaux, mais c'est surtout qu'on est dans une situation GS au carré, donc global, systémique, simultané, et l'économie, elle s'arrête partout. Qu'est-ce qui va se passer pour nos récoltes? Et si je commençais à acheter du blé maintenant et à le stocker maintenant? Donc là, vous avez un premier élément de réponse où on anticipe plus un effondrement qu'une crise, et notamment un effondrement des productions agricoles et alimentaires. Pyramide de Maslow, basique, je veux manger. Et si on est 7 milliards à vouloir manger alors qu'on a ramassé 2 fois moins de blé cette année que l'année d'avant, je peux vous dire, il ne va pas y avoir à manger pour tout le monde. Le blé, on fait les pâtes, tout le monde en achète. Je dis ça, je dis rien. Crise ou effondrement, opération résilience. Et oui, on paye encore des gens dans l'armée pour nous faire de beaux logos parce qu'on fait de la communication. Donc là, c'est le beau logo, il est très chouette d'ailleurs. De l'opération résilience qui a été lancée par l'armée française sous les ordres de notre commandant en chef, le président Macron, tel un Clémenceau dans les tranchées de Verdun. Ouais. Sauf que il envoyait les CRS de Castaner taper sur les infirmières et sur les infirmiers, sur les médecins. Et que juste avant cette crise, il était en train de vomir, et ils étaient tous en train de vomir idéologiquement contre la dépense publique, contre l'hôpital, contre le fonctionnaire, contre le régime spécial. Et quand on, qu'est-ce qui fait que l'État tient et qu'est-ce qui fait que la fiction imaginaire fonctionne encore? Eh bien, c'est évidemment tout ce que l'on voulait supprimer ou dont on voulait réduire le coût. Alors, crise ou effondrement, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. On n'attend pas de savoir si sa maison va tenir jusqu'à la fin du tremblement de terre pour en sortir, si on peut en sortir. Et bien là, c'est pareil. Crise ou effondrement, en fait, on s'en fiche finalement. Et c'est un peu ma conclusion. On verra bien. Moi, je pense qu'on est parti de toute manière pour à minima une crise absolument dantesque, et peut-être pour l'effondrement, effectivement, final. On se prépare au pire, on espère le meilleur. On gère son anxiété par l'action, la préparation et la formation, ça tombe bien, on est confiné, on a le temps, et on a accès à beaucoup de formations, notamment via Internet. La résilience, c'est la capacité à résister au choc. Vous êtes résilient. Nous sommes individuellement bien plus résilients et bien plus agiles évidemment que l'État qui continue à être prisonnier de sa logique administrative et qui aujourd'hui nous pond 3 attestations de sortie en 15 jours. Donc l'État est obèse, trop d'inertie, incapable, inadaptable, etc., etc. Donc la solution, elle ne viendra pas en réalité de l'État, ni de l'Europe, qui montrent leur inutilité et parfois pire, leur nuisance, notamment par le respect des normes. Est-ce qu'on donne la chloroquine à tout le monde? Ah ben non, on va interroger le haut conseil du machin, le haut conseil du bidule, et puis je sais pas, et puis finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, alors le masque qui est cousu, mais alors le masque qui est cousu, je sais pas s'il va répondre à la norme EF, NF, c'est pas NF, c'est CE numéro tant, parce que ça va pas être assez filtrant. Ouais, mais c'est peut-être mieux que rien quand t'as rien. Vous voyez, donc le problème, il est là, c'est que la dynamique de la crise n'a pas été encore comprise au plus haut sommet de l'État. On n'est pas dans un effondrement qui est, immédiat. On passe pas de tout à rien. C'est pas un interrupteur on/off. C'était pas on, tout allait bien, off, tout va plus, rien ne va plus, les lumières sont éteintes. On est dans une pandémie. Une pandémie, c'est une crise à
vitesse relativement modérée. On parle en semaines, on parle en mois, on parle en semaines pour des décès en réanimation. Entre le moment où vous êtes malade, le moment où vous décédez, il va se passer plusieurs jours, jusqu'à 6 semaines même, en fonction des soins que vous allez recevoir, etc. Donc on est dans une vitesse relativement lente, et ça c'est important de le comprendre. Les gens eux-mêmes sur le terrain, finalement, seront plus adaptables, plus agiles, et donc les solutions, elles viendront d'en bas, évidemment, et pas d'en haut, de même que la créativité viendra d'en bas, et pas des ARS, qui sont les agences régionales de santé, et qui sont remplies de mecs qui ne font que remplir des tableurs Excel pour gérer la T2A, qui est la tarification à l'acte, dont ils n'ont que ça à la bouche depuis maintenant 15 ans. Pensez votre résilience, les amis, c'est se former, c'est évidemment créer des solidarités qui vont être locales avec ses voisins, les copains autour, sa mairie, voilà, donc on se débrouille, on se serre les coudes où que l'on soit, de manière toute simple, hein, et c'est encore une fois le retour aux fondamentaux. Celui qui amène le sac de course au petit papy d'à côté, bon voilà, il a fait acte de solidarité, et c'est comme ça que ça va marcher, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il faut évidemment prévoir, stocker, parce que vous avez besoin de stocker et d'avoir des réserves devant vous. Je pense que la majorité des gens ont commencé enfin à le comprendre. Et donc, c'est continuer à anticiper sur les étapes prochaines de la crise. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle la lettre stratégie du mois de mars qui est téléchargeable sur tous les espaces lecteurs. Elle a bien été mise, je l'avais remise à jour, donc du coup il y a eu un petit délai entre le moment où je voulais annoncer et le moment où elle a été mise en ligne, et je vous explique notamment la fameuse et un peu les dessous de carte et mon analyse de ce qui se passe sur l'opération chloroquine. Voilà, donc bon, mais ça c'est l'un des petits sujets que j'ai voulu rajouter, parce que j'ai trouvé que ce sujet de la chloroquine, c'est juste absolument dantesque et exceptionnel, et il se cache derrière pas mal de choses. Je rappelle que tout abonnement donne accès à l'ensemble des dossiers, parce que on m'a beaucoup posé la question, mais est-ce que j'aurai les autres dossiers? Oui, bien sûr, vous avez les autres dossiers. Vous avez accès à 12 mois d'abonnement, et puis vous avez accès évidemment à tout ce qui a déjà été édité et paru. Et donc je rappelle le titre: comprendre la crise, ses étapes et les mécanismes de sortie. Donc c'est comprendre que ce que l'on vit là, cette crise ou cet effondrement, on verra ce que ce sera. En tout cas, ça répond à une dynamique et à des mécanismes. Et vous partagez cette vidéo, les amis, si elle vous a plu. Vous n'hésitez pas à me mettre mon gros doigt bleu, mon pouce de schtroumpf. Vous pouvez évidemment vous abonner sur la chaîne YouTube Insolencia TV. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la commenter en bas. Vous pouvez évidemment vous abonner gratuitement à la lettre d'information quotidienne sur le site insolenciae.com. Et puis boutique si vous avez envie de cette lettre stratégie. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite évidemment une belle semaine. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, et je vous invite à penser vraiment votre résilience maintenant dans la durée, à voir au-delà de la période de confinement que nous vivons. Parce que cette période de confinement, cette période de crise qui peut paraître très forte aujourd'hui, d'abord elle nous laisse du temps. Donc elle nous laisse du temps pour apprendre, pour nous former, pour nous préparer, que ce confinement prendra fin à un moment donné, qu'on pourra réaccéder à un certain nombre de choses. Donc ce sera l'occasion de pouvoir restocker, se repréparer, faire quelques opérations, transactions financières ou économiques, d'adapter, de réagencer son patrimoine. Donc il y aura une fenêtre d'action en sortie de confinement, et je vous invite déjà à mener votre propre réflexion personnelle sur justement cette résilience et ces actions que vous allez mener, entreprendre, décider d'avoir en sortie de confinement. D'ici là, mes amis, haut les cœurs, tant qu'on a la santé, tant que ça va bien, tout va bien. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux qui vous entourent, et puis serrons-nous les coudes, soyons solidaires. À très bientôt, soyez très prudents. Salut les amis, bye bye.